d'être là avec nous pour cette nouvelle interview où j'ai le grand plaisir d'avoir Christian Tachaleur avec moi. Bonjour, le docteur Christian Bonjour. Tachaleur. Merci, D'ailleurs, bonsoir. tu n'es pas que docteur, d'ailleurs, tu es thérapeute, chaman, auteur, Oui, formateur, clown. oui, J'ai oublié oui quelque aussi. chose? Oh, non, j'ai fait beaucoup de choses en fait. Moi, j'ai commencé une carrière de médecin généraliste tout à fait classique. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que ce que j'avais appris à l'hôpital, c'était prendre des gens malades et leur donner des remèdes chimiques pour qu'ils restent malades toute leur vie. J'ai eu un choc quand j'ai vu ça. Donc, j'ai changé. Je suis allé dans toutes les médecines douces, la médecine chinoise. Enfin, j'ai fait toutes ces médecines qui semblaient bizarres pour les gens de la faculté, mais qui pour moi avaient du sens. Dans tout ce qui est maladie chronique, la solution, ce n'est pas la chimie, c'est d'apprendre aux gens à vivre autrement. Donc, je me suis passionné pour ce qu'on appelle la médecine holistique, et s'occuper du physique, de l'émotionnel, du mental et du spirituel. Et dans cette dynamique, je suis arrivé au chamanisme, qui est la plus ancienne tradition médicale et religieuse, qui était avant les médecines et avant les religions. C'est-à-dire, c'est vraiment le fondement des connaissances humaines en matière de santé physique, émotionnelle, mentale et C'est sûr. spirituelle. Et puis, c'est vrai que dans Et cette quelque démarche, part le long voilà, de ton parcours, tu es devenu clown aussi. oui, alors ça, c'est assez amusant. Ça s'est passé comme ça. Une histoire très drôle. J'avais fait un livre qui s'appelle Rire, c'est la santé. Et sur mon livre, il y avait un clown. Et puis, dans ce livre, j'expliquais pourquoi on est malade avec des dessins humoristiques. Et puis, on arrivait au milieu en disant, si vous voulez guérir, si vous voulez être en bonne santé, il faut changer vos habitudes. Parce que comme disait Hippocrate il y a 2500 ans, toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. C'est parce qu'on vit d'une manière toxique et déséquilibrée qu'on est malade. Donc, la maladie, c'est pas quelque chose, une tuile qui nous tombe sur la tête par malchance. C'est le résultat d'un comportement anti-vie. Quand on vit trop mal, eh ben, la vie nous donne des avertissements pour dire, oh, ça va pas, il faut que tu corriges tes habitudes. Alors, j'avais fait ce livre. Alors, le gag, c'est que ce livre, la seconde partie qui était comment être en bonne santé, il fallait tourner le livre dans l'autre sens pour changer tout de suite ses habitudes et ça se dit de gauche à droite. Un livre assez amusant. Oui. Alors maintenant, je le donne d'ailleurs en e-book. Les gens qui s'inscrivent sur ma newsletter sur notre site Santé Global Info, ils le reçoivent gratuitement comme cadeau d'entrée de jeu. Et alors, l'histoire de ce livre est cocasse, c'est que je l'avais publié et à l'époque, je ne mettais pas mon nom sur mes livres. Maintenant, j'en ai écrit 60 avec mon nom, mais à l'époque, j'étais encore un peu timoré, alors j'avais mis un pseudonyme. Et puis un jour, j'ai eu un téléphone d'un clown qui me dit, écoutez, je suis Kinou le clown, j'ai fait une carrière dans les grands cirques, et puis à 40 ans ou quelques, j'ai eu un AVC, je ne pouvais plus parler, j'avais la bouche tordue, et pendant quelques mois, j'ai pris des pilules, et on m'a dit, votre clown, c'est fini. Et puis un jour, je me suis dit, ça va pas, moi, je suis jeune, je vais m'en sortir. Et il va dans une librairie à Genève et il tombe sur mon livre, Rire, c'est la santé. Il achète ce livre, comme il y avait un clown sur la couverture, ça lui ressemblait en plus, il le met en pratique et quelques mois plus tard, il était guéri. Donc, on est devenus très bons amis. Pendant 15 ans, on a sillonné la France, le Québec, la Belgique, etc., pour enseigner que le rire, c'est un médicament. C'est le plus formidable des médicaments. Parce que dès que nous rions, même si le rire est un peu artificiel, notre corps fabrique tout ce qu'on achète chez le pharmacien ou sur le marché des drogues illégales. C'est merveilleux de comprendre ça. On n'a plus besoin d'acheter. Ouais, mais ça c'est formidable d'ailleurs, et d'ailleurs c'est pour cette raison aussi que j'avais vraiment envie de faire cette interview avec toi, parce que je connais aussi bien le milieu de la médecine, que ce soit la médecine conventionnelle ou tout ce qui est médecine alternative et le chamanisme également. Et je dois dire que j'ai pas toujours eu des relations excellentes avec la médecine conventionnelle parce que justement il y a ces blocages en fait, il y a beaucoup de dogmes en face, beaucoup de croyances en fait que la chimie va résoudre tous les problèmes, il n'y a que ça. Et toi, ton approche, elle est complètement différente et je la trouve vraiment très, très saine. Mais vraiment très, très saine. Parce qu'elle englobe effectivement, donc c'est pour ça que tu es vraiment le maître incontesté de ce qu'on peut appeler la guérison holistique, la médecine holistique. Parce que dans ton approche, tu prends en compte les quatre corps. Et tu pars du principe que pour avoir un équilibre, pour revenir en santé ou pour la garder, il faut toujours avoir cet équilibre avec les quatre corps. Tout Et à tu fait. formes les gens à ça, en fait. Voilà, l'image que j'ai, moi, depuis à peu près 50 ans, c'est que la santé, c'est comme un cheval qui galope. Un cheval qui galope, il a quatre pattes. Ben, si les quatre pattes fonctionnent bien, il galope. Mais si un cheval voulait courir le Grand Prix de Longchamp sur une patte ou sur deux, ça n'irait pas du tout. Eh bien, c'est le drame de beaucoup de gens. C'est qu'ils voudraient être en bonne santé, mais ils ne s'occupent pas de l'ensemble. Ils s'occupent, par exemple, bien du corps physique, ils mangent bio, ils font des tas de choses très bien, mais ils ne s'occupent pas du corps émotionnel, du corps mental, du corps spirituel. Donc, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que le drame de la médecine sécule, enfin, la médecine classique des hôpitaux, etc., c'est qu'on ne s'occupe que du corps physique. Mais c'est comme si le vétérinaire disait, moi, je m'occupe que de la patte avant gauche de votre cheval. Ah, on dirait, non, monsieur, mon cheval a quatre pattes. Donc, il faut vous occuper des quatre pattes. Et le drame, et c'est pour ça que la médecine est en train de changer vite,
c'est qu'on ne peut pas rester dans une médecine matérialiste qui ne tient compte que du corps physique. Il faut s'ouvrir aux émotions, aux pensées et à la spiritualité. Et moi, ce que j'ai aimé chez les chamans, oui. Et ça ouvre aussi à une responsabilisation, véritablement. Oui, tout à fait. Voilà, on est responsable de notre santé. C'est qu'il faut arrêter de se croire victime. Parce que cette notion, je suis victime, j'ai attrapé la grippe, ou j'ai attrapé Dieu sait quelle maladie, c'est tout à fait faux. Notre corps est d'une intelligence colossale. Moi, je n'arrête pas d'admirer ce corps humain. Vous vous rendez compte, le génie pour faire la peau, les os, les muscles, des milliards de neurones, des bactéries. On a encore plus de bactéries que de cellules dans notre corps. Et tout ça fonctionne d'une manière, c'est éblouissant. Les plus beaux des ordinateurs qu'on a fabriqués à côté d'un corps humain, c'est franchement pas grand-chose. Des dizaines de milliards de neurones qui se fabriquent, qui se réparent, des dizaines de millions de cellules qui meurent et qui naissent chaque jour, des produits chimiques qui font des tas de... Un corps humain, c'est colossalement beau. C'est inouï. C'est une merveille extraordinaire. Alors, la première des questions à se poser, c'est si le corps humain crée des maladies, est-ce que c'est vraiment simplement pour nous casser les pieds? Non. Il nous donne des leçons parce qu'on est sur Terre pour apprendre. C'est une planète école. Et une des leçons qu'on doit apprendre, c'est d'avoir un corps physique en bon état. Et quand on vit trop mal, on boit trop, on mange trop, etc., ben, le corps physique donne des signaux d'avertissement. Alors, là-dessus, je te suis, mais j'avais plusieurs questions à te poser à ce sujet. Oui. Je vais te les poser un petit peu tous en vrac et après, on va les reprendre un petit peu une par une. Déjà, est-ce que l'on devrait craindre les maladies? Toi, tu dis que les maladies sont des leçons finalement, mais est-ce qu'on peut tout mélanger? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre sur un même rang les maladies génétiques, les maladies infectieuses, les maladies chroniques? Est-ce que tout ça, c'est pareil et est-ce qu'elles viennent par rapport aux mêmes causes? Et bon, on va prendre déjà celle-là. D'accord. Alors, l'idée est simple. Prenons les maladies génétiques. On a cru pendant longtemps que les gènes, ça ne se change pas. Quand on a des gènes, c'est comme ça. On est avec nos gènes et puis c'est fini pour la vie. Et c'est ce qu'on dit encore à des gens. Vous avez une maladie génétique, c'est incurable parce que les gènes, c'est fixe. Il y a depuis 20 ans, on a découvert une nouvelle forme de science qui s'appelle l'épigénétique et qui est la démonstration que nos gènes, nous les changeons constamment. Donc, il n'y a rien d'irréversible. Dire à un être humain, vous avez tel gène qui ne marche pas, donc c'est fichu, vous ne pouvez rien faire, c'est totalement idiot. Nous sommes tout le temps en train d'activer de nouveaux gènes, d'en faire taire certains. Donc, les gènes, c'est quelque chose de souple, de mobile, qui dépend de nos pensées, de nos émotions, de notre alimentation, mais nous sommes tout le temps en train de les transformer. Donc, ça enlève des idées que les maladies génétiques sont incurables. Et moi, j'ai vu pas mal de gens dans ma vie qui avaient des maladies génétiques, on leur a dit, ça ne peut rien faire du tout, c'est comme ça, il faut mourir, parce que c'est une maladie génétique. Et puis, ils ont osé changer, et puis ils se portent très bien. Moi, ce qui m'a donné beaucoup d'enthousiasme, c'est que justement, j'ai compris qu'il n'y a pas de maladie incurable. Il y a des gens qui se croient victimes et qui croient qu'ils ne peuvent rien faire. Mais c'est tout faux. Un corps humain a des ressources de régénération tout à fait incroyables, mais il faut jouer le jeu. Alors, l'élément clé, c'est comprendre. Alors, excuse-moi de te couper, juste une question par rapport à ça, mais par exemple, il y a un sujet qui te touche vraiment, et j'ai le même en fait, c'est le sujet de la vaccination. Et il est vrai que des fois, il y a des accidents, j'aime pas appeler ça un accident parce que bon, quand on voit ce qu'il y a dans le produit, c'est pas un accident, c'est une conséquence. Et le produit, donc le vaccin, fait des dégâts tels chez les enfants qu'ils ne sont plus récupérables en fait. Ils sont handicapés à 80%. Enfin, j'en connais. Ils ont un tube là et voilà, ils peuvent pas bouger, ils sont comme ça. Oui. Est-ce que ces enfants-là, on peut les guérir? Donc c'est un exemple, hein, par exemple, quand tu dis qu'on peut tout guérir, est-ce que par exemple ça, on peut le guérir? Alors justement, quand je dis tout guérir, c'est dans la mesure où la personne a encore son libre arbitre et qu'elle a envie de faire quelque chose. Il y a effectivement des cas où on ne peut rien faire. Par exemple, quand des gens ne veulent pas guérir, on ne peut rien faire pour eux. Il y a énormément de gens, ils sont comme ça et ils n'y croient pas. Il faut que la personne ait un minimum d'espoir. Donc, il y a des cas où on ne peut rien faire parce que simplement, il n'y a pas ce qu'il faut. Mais ceci dit, avec les enfants, par exemple, moi, j'ai vu beaucoup d'enfants malades suite à des vaccinations, parce que c'est quand même une chose très fréquente, qu'on voit beaucoup plus qu'on croit. Eh bien, dans vraiment beaucoup de cas, on peut changer la donne. Il y a un exemple pour ça que je trouve, par exemple, extraordinaire, c'est celui de Barry Kaufman. C'est un psychologue new-yorkais qui était heureux comme tout. Il avait une femme, un enfant merveilleux, il a écrit un livre sur le bonheur. Tout allait bien dans sa vie. Et tout d'un coup, il se retrouve qu'un enfant autiste. Autiste grave. Et les professeurs lui disent, écoutez, votre enfant, mettez-le dans une institution, il est irrécupérable. Et lui s'est dit avec sa femme, puisqu'il vit dans son monde à lui, on devrait au moins faire l'effort de le rejoindre. Et ils ont passé des heures par jour à l'imiter dans sa gestuelle, à être comme lui.
Et puis peu à peu, ils ont découvert que quand ils entraient dans son monde, qu'ils étaient vraiment en osmose avec lui, quand eux, peu à peu, ont commencé à changer des choses, l'enfant les a suivis. Donc tout d'un coup, ils se sont mis à bouger autrement et peu à peu, l'enfant les a suivis. Et le résultat, c'est que 20 ans plus tard, il a écrit un livre, il est devenu psychothérapeute et il a écrit un livre avec son père. Donc c'est un cas extraordinaire. Alors, il y a une scène fantastique que j'avais sur une cassette absolument incroyable. Il y a un grand congrès des psychiatres américains. Et puis, juste avant Barry Kaufman, parle le grand professeur, celui qui a écrit des gros livres épais, sur l'autisme. Et il dit, il y a des gens qui prétendent qu'on peut guérir l'autisme, c'est parfaitement ridicule, un autiste, c'est un autiste, et c'est guérir ça. Donc, il démolit complètement les idées de Kaufman. Et quand Kaufman, on lui donne la parole, alors il y a ce moment absolument extraordinaire. Kaufman se tourne vers le grand professeur et dit, professeur, puis-je vous poser une question? Alors le professeur, oui, bien sûr. Et Kaufman lui dit, professeur, vous est-il déjà arrivé de vous mettre à quatre pattes avec un enfant? Et là, il y a un moment incroyable. Il y a un silence. Les 3000 psychiatres se taisent et tout d'un coup, le professeur fait ah, 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 ah. Il éclate en larmes. Et quand il a bien pleuré un bon coup, il dit, c'est vous qui avez raison. Je suis resté dans ma tête. Je ne me suis jamais donné la peine de voir les choses d'un point de vue différent, de regarder de l'extérieur. Je ne me suis jamais mis à quatre pattes. C'est une scène extraordinaire. C'est une sorte de conversion. Et c'est ça l'idée. Alors, pour moi, et j'ai vu beaucoup d'enfants autistes, je ne dis pas que tous sont récupérables, mais tous sont améliorables et il y en a énormément qui sont vraiment récupérables. Mais il y a des choses de base à faire. Il faut arrêter de leur donner du gluten et du lait, il faut changer leur alimentation, ça c'est la base de tout. Et puis ensuite, il y a toute une démarche. Mais moi, ce qui me donne beaucoup d'enthousiasme, c'est que depuis un demi-siècle, je dis aux gens, je vous dis qu'on peut tout guérir, mais je ne vous demande pas de me croire. Je vais vous donner les outils pour que vous fassiez l'expérience vous-même. Et puis vous verrez vous-même. Mais quand vous mettez en place les outils physiques, émotionnels, mentaux, spirituels, c'est-à-dire que quand vous jouez le jeu de votre corps, que vous allez l'aider dans son travail, vous allez être émerveillé de voir les capacités fantastiques d'un corps humain pour se guérir. Parce qu'en fait, la maladie, c'est déjà une tentative de guérison. Regardez le système. Vous êtes intoxiqué. Vous avez trop mangé à Noël, vous êtes lourd, vous avez trop bu, trop pas assez dormi. Bref, votre corps, il n'arrive plus à faire le ménage. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, il demande à monsieur virus ou madame la bactérie, s'il te plaît, fais-moi une petite infection aiguë, une grippe. Pour que ces maladies aiguës, c'est des maladies de nettoyage. Qu'est-ce qui se passe quand le virus se développe ou la bactérie? Vous n'avez plus faim, donc vous arrêtez de manger. Vous faites de la diarrhée ou vous toussez, vous crachez, ou vous avez de la fièvre. Tout ça, c'est des processus de nettoyage. Donc, c'est des processus merveilleux. Le drame dans notre société, c'est que dès que vous avez de la fièvre, allez hop, on coupe la fièvre, dès que vous avez une infection, on vous donne des antibiotiques et on empêche le corps de faire le ménage. Le résultat, c'est que le corps garde les toxines et puis peu à peu, ces toxines qui s'accumulent finissent par donner toutes les maladies chroniques. Voilà, donc en fait, il ne faut pas avoir peur de la maladie. L'idée, c'est pas d'éradiquer la maladie, de se dire, mon Dieu, si moi je tombe malade, ça veut dire que je suis vraiment faible, je suis défaillant, je suis pas spirituel, je suis pas. Non, il faut prendre la maladie tout à fait comme une information et comme une chance merveilleuse. Grâce à la maladie, j'ai l'occasion d'apprendre à me guérir. Moi, j'ai lancé le slogan il y a 50 ans de dire la santé, ça s'apprend. Alors, beaucoup de gens, ils n'ont qu'une motivation d'apprendre parce qu'ils vont bien. Bon. Mais quand vous êtes malade, tout d'un coup, vous êtes motivé. Alors, l'idée, c'est que vous allez utiliser cette motivation pour dépolluer votre corps physique, c'est la base. Parce que tant que le corps physique est trop pollué, il ne peut pas se guérir. Dépolluer votre corps émotionnel en lâchant vos émotions, ouvrir votre mental au cerveau droit, c'est-à-dire ne pas rester coincé dans le cerveau gauche et les croyances sociales, éducatives, s'ouvrir. Et quand le cerveau droit s'ouvre dans le monde des chamans, c'est-à-dire d'une spiritualité qui n'est plus une spiritualité de croyances intellectuelles, comme dans les religions. On a tué des millions de gens dans des croyances. Toi, tu crois que Dieu s'appelle Allah, et moi, je crois qu'il s'appelle autrement. Pas, on se tue par millions. C'est de la folie. L'idée, les chamans ont toujours dit, c'est pas les croyances qui comptent, c'est l'expérience personnelle. Et le chamanisme, c'est lâcher vos émotions, dépolluer votre corps physique, et ensuite, vous allez ouvrir votre cerveau droit. Et vous allez faire vous-même des expériences de type mystique. Elles ne sont pas réservées à quelques saints du passé ou quelques yogis de l'Inde ou à Jésus à Bouddha. Tout le monde peut en faire. C'est ça la beauté du chamanisme. Et quand les gens font ça, dès qu'ils apprennent à se relier à leur corps de lumière, ils bénéficient d'une énergie merveilleuse parce que le corps de lumière, c'est lui qui nous fait vivre. Alors, dans cette dynamique, moi, je vois la maladie comme une occasion merveilleuse d'apprendre à vivre autrement que ce qui nous a rendu malades. Ouais. D'ailleurs, oui. c'est bien de le faire quand on est malade, mais c'est bien aussi de se discipliner, en fait, comme tu le dis, de s'éduquer
à la santé pour le faire tout au long de sa vie, parce que finalement, la maladie, c'est quelque part une conséquence, mais une finalité. Mais quand tu dis, Oui, par exemple, savoir gérer, enfin, c'est même pas, toi, tu dis pas gérer ses émotions, c'est sortir ses émotions, vivre ses émotions. Et là, je te rejoins tellement à 100%, parce que sans pour autant en tomber malade, on peut voir à quel point nos émotions nous pourrissent juste le quotidien, en fait. Si on ne sait pas comme tu apprends toi à le faire, c'est-à-dire vraiment à les vivre et à travers d'ailleurs des choses qui sont très drôles. Vraiment, toi, comment dire, tu apprends en fait aux personnes à redevenir l'enfant qu'ils étaient parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont en lien avec l'émotion forte et c'est celle-là qu'il faut contacter pour enfin libérer tout le reste. tout Et à fait. Alors, le point capital des émotions, c'est simple. C'est que hum, tout le monde, jusqu'à 4 ans, a vécu la liberté émotionnelle totale. hum, Encore aujourd'hui, je voyais une petite fille, là, la fille du frère de ma femme, elle a 2 ans et demi. Mais quel régal! Elle ne peut pas tricher. Quand elle est triste, elle pleure. Quand elle est en colère, elle gigote. Elle est vivante. hum, Mais le drame, c'est qu'à partir de 4 ans dans nos sociétés, on apprend à l'enfant le contrôle. Et là, hum. on entre dans le stress. Et du Et coup, on on se tient rend le pas coup, on compte. tient le coup. Ouais, voilà, Voilà. c'est ça. Alors, Avec le bon visage, on tient le coup, on tient le coup. On ne se rend pas compte à quel oui, point on est tendu. et voilà, c'est Qu'on ça. est cool. Et ce stress est à l'origine de beaucoup de maladies. Alors, on s'étonne tout d'un coup un jour qu'un cancer nous touche et qu'une tumeur dise tu ne vis pas, mais parce que tant que je serre la peur, la colère à l'intérieur, je serre tout ça à l'intérieur, ben un jour, le corps dit oh, il faut que tu apprennes à faire autre chose. Mais ce qui est magnifique, moi j'ai découvert ça d'une façon qui était très sympathique, c'est que je suis allé vivre des peuples qui vivent sans conflit et sans maladie. C'était, je veux dire, une des grandes expériences Lesquels? de ma vie. Ah, Lesquels? alors justement, voilà comment ça s'est passé. J'étais à l'époque acupuncteur homéopathe de toutes ces médecines que la faculté considérait comme ridicules, n'existant même pas. Et puis un jour, un patient m'a pris main dans le sac de faire la même chose que je reprochais au médecin de l'hôpital. Il me dit, docteur Chalet, je vais vous intéresser à la santé, venez avec moi voir vivre un peuple qui vit sans conflit et sans maladie. Bon, je ne pas arrêter, mais tout le monde est malade. Nous, on mange trop et trop pas assez, mais tout le monde est malade sur la Terre. Statistique de l'OMS en main. J'étais sûr de savoir. Il me dit, vous voyez, docteur Chalet, vous faites exactement ce que vous reprochez au médecin de l'hôpital, vous prétendez que ce que vous ignorez n'existe pas. Et là, la foudre m'est tombée dessus, j'ai dit, c'est vrai, je dois dire, je ne sais pas. Et je ne dois pas dire, si je ne connais pas, ça n'existe pas. Alors, j'ai dit, ok, je vous suis. Et je suis allé voir vivre un peuple, les premiers juste, c'est les Hunza au nord de l'Inde. Un peuple qui vit sans conflit, sans maladie. Et ce que j'ai vu chez eux m'a tellement bouleversé que dans les 25 années qui ont suivi, je suis allé en voir une dizaine d'autres. Dans les montagnes du Mexique, dans les îles du Pacifique. Bref, c'est des peuples qui, sur la même planète que nous, ne connaissent ni les conflits, ni les maladies. Ah, c'est bouleversant. Et quand j'ai vu voir ces peuples, qu'est-ce que j'ai vu de commun à tous ces peuples? Deux choses principales. La première, c'est que dans tous ces peuples, ils n'ont pas l'idée de tuer un animal. Pour eux, les animaux, c'est des partenaires de vie, on joue avec eux. Mais tuer un animal et le manger, ils n'ont pas la case. Pour eux, ça leur semble impensable. Certains me disaient, c'est vrai que chez toi, on tue les animaux pour les manger? Je disais oui. Puis ils disaient, on tue aussi les bébés pour les manger? Ah, non, on ne mange pas les bébés. Mais pour eux, un être vivant, ça se respecte. Donc, l'idée de tuer les animaux, ils ne l'ont pas. Donc, ils sont tous végétariens, ils ne mangent pas d'animaux. L'autre chose qui m'a bouleversé dans tous ces peuples, c'est qu'ils ont une technique vraiment très simple, c'est que dès qu'ils ont une émotion, ils redeviennent un enfant de 3 ans. Donc, dans ces peuples, à n'importe quel âge, vous pouvez voir quelqu'un sur la place du village, par exemple, s'il est en colère, il va faire il va crier, il va hurler comme un enfant de 3 ans. Mais il ne va pas ni garder tout ça à l'intérieur, se stresser, ni déverser sa colère sur quelqu'un. Donc, chez eux, il n'y a ni violence extérieure, ni violence intérieure. Il y a l'émotion qui sort tout de suite. Et tout le monde trouve ça normal. D'accord. Oui. Et Alors que chez nous, alors, moi, ouais. quand je suis revenu de ces peuples, bien sûr que je n'ai pas pu dire à mes patients, faites ça. Parce que si vous le faites en public, on vous enferme. Vous êtes d'accord que si sur la place du village, je fais ça, on m'enferme. Sauf, c'est là que c'est amusant, si on est en clown. Quand avec Kinou, mon ami, on avait nos nez rouges et nos perruques, on pouvait sur la place du village faire les gens disaient c'est des clowns. Mais si vous n'avez pas de nez rouge, ne faites pas ça, on va vous enfermer dans un asile. C'est vrai. Donc, la clé, ce que j'ai appris à mes patients, c'est de dire en public, il faut vous tenir bien, comme tout le monde, mais dès que vous sentez que vous vous isolez et vous lâchez comme un enfant de 3 ans. Et si vous faites ça, vous sortez du stress et vous sortez de toutes les conséquences du stress, qui s'appelle cancer, maladie, etc. Tout ça. Voilà le principe de la gestion des émotions. Mais il y a beaucoup de gens qui voudraient
croire qu'on peut lâcher les émotions par un travail mental. Alors, ils vont faire, oui, je renonce à la colère, je la laisse partir. Ben, ça marche pas. Vous voyez, il y a une blague que j'aime bien, que je dis en conférence, c'est la personne qui dit, j'ai pardonné à tous mes ennemis, mais j'ai la liste. Vous voyez, et beaucoup de gens, c'est ce qu'ils font. Ils font Ho'oponopono, les 4 accords Toltec, ils méditent, ils se relient aux anges. Bon, c'est très bien, mais ils lâchent pas la colère, la peur qui est à l'intérieur. Alors du coup, ça devient des hypocrites. Quand tu dis, voilà, il y a aussi, il y a des personnes, enfin, il y a j'en fais partie aussi, hein, j'ai tellement fait de choses que j'ai beaucoup fait de choses avec ma tête et le lâchage d'émotions, d'ailleurs, c'est à toi que je le tiens, hein, récemment, hein, de faire l'ours dans mon salon, hein, et d'hurler jusqu'à, ils doivent m'entendre dans le quartier, mais merci, vraiment merci, et mince, pour le coup, je sais plus ce que je voulais te dire. Non, alors une chose importante par rapport à hurler, justement, c'est qu'une chose qu'on enseigne aux gens, pardon, c'est voilà. que… Excuse-moi, je te dis juste, je t'écoute. le fait est que, pareil, j'essayais aussi avec mon mental de régler tout un tas de choses. Ou, voilà. Mais, comment dire, ce que j'ai compris, en fait, c'est que, effectivement, quand ça reste dans le mental et que ça ne se connecte à rien qui vibre, ben, c'est du temps perdu, quoi. Oui, c'est de l'intellect. Et le drame de notre société, c'est qu'on vit beaucoup trop dans l'intellect. On pense, on parle, on explique, on se plaint, on accuse, etc. Mais dans le corps, il n'y a pas d'énergie. On est devenus des morts vivants. Alors, regardez l'enfant. À partir de 4 ans, quand son cerveau gauche est activé, on lui apprend le contrôle. Bon. Alors, quand il va à l'école enfantine, il y a au moins la récré. Et à la récré, waouh, il se défoule un peu. Mais quelques années plus tard, à 12 ans, à la récré, il va fumer une cigarette. Il est devenu comme ses parents, zombifié, c'est-à-dire crispé, bloqué dans le stress. Et dans l'idée que la vie c'est compliqué, ça sera peut-être mieux quand on aura un nouveau président, ou quand j'aurai gagné. Bref. Et on vit dans la tête, mais on vit plus dans son corps. La clé du bonheur, c'est de vivre dans tous ses corps. Et le corps physique, bah, bien sûr, il faut faire attention à ce qu'on mange, etc. Il faut faire de l'exercice, mais il faut que les émotions puissent couler à travers le corps. C'est tout simplement fondamental, parce que le corps est prévu pour ça. Alors, il y a une remarque à faire, c'est que en public, dans les pays occidentaux, on ne peut pas faire ça, parce qu'on vous enferme tout de suite. Les gens ont trop peur des émotions intenses. Mais on peut le faire seul. Et puis, par rapport au hurlement, si on est seul au fond des bois, alors c'est bien de crier, mais s'il y a des gens dans la pièce d'à côté, il faut faire la même chose sans mettre le son. Donc, au lieu de faire on va faire vibrer les cordes vocales sans mettre le son. Comme ça, dès qu'on peut avoir des toilettes où on peut s'isoler, on peut le faire. On fait des grimaces, on laisse le corps bouger sans mettre le son, pour pas faire peur aux gens. Avec ou sans le son, le concept, c'est je ne stocke plus d'émotions. Quand je sens que je suis sous stress, au lieu de rester comme ça pendant des jours, des heures, à me plaindre et accuser, c'est à cause de mes enfants qui se droguent, ce que font beaucoup de gens, je vais m'isoler un instant, je vais aux toilettes, je lâche. Et quand je fais ça, en 30 secondes, je suis de nouveau bien, parce que j'ai libéré mon corps émotionnel à travers le corps. La leçon fondamentale, c'est de comprendre que les émotions, c'est par le corps qu'elles doivent passer, elles peuvent pas, on ne peut pas les éliminer par un travail intellectuel. Et quand ça fait des années qu'on a mis un chapeau sur les émotions et qu'elles sont devenues cristallisées, est-ce que même si on se met à faire l'ours, le loup, le tigre, ce que tu veux, est-ce que ça suffit à aller chercher des émotions qui sont maintenant profondément ancrées en fait alors là, tu touches du doigt quelque chose de très important. Il y a 2 aspects. La première chose, c'est d'apprendre à lâcher l'émotion tout de suite. On lâche la peur, on lâche la colère à travers le corps. Ça, c'est le côté dans l'immédiat. Mais ensuite, la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où on a appris à lâcher ses émotions, naturellement, une fois que l'émotion est sortie du corps, le corps se relaxe et on entre dans la détente. Et là, notre cerveau droit s'ouvre. Et quand le cerveau droit s'ouvre, on va pouvoir faire des voyages avec sa conscience, et ça le manque des chamans. Et une des choses qu'on va pouvoir faire qui est passionnante, c'est qu'on va pouvoir voyager dans le passé pour libérer les personnages qui sont restés bloqués dans des émotions intenses mais figées. Et tout le monde a ça. Par exemple, toutes nos peurs ont des origines. Quelqu'un qui a peur de l'eau, ben, il a peur de l'eau parce qu'il a une vie dans laquelle il est mort noyé. Parce que c'est évident dans le concept des 4 corps qu'il n'y a que le corps physique qui peut mourir. Le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel ne peuvent pas mourir, ce sont des ondes. Donc le corps physique, lui, meurt. Mais c'est évident qu'on est plus qu'une vie. Alors un des côtés passionnants, moi j'ai appelé ça la psychothérapie spirituelle, c'est qu'en voyage intérieur, ou voyage chamanique, voyage de conscience, on va pouvoir remonter dans le passé pour retrouver les personnages qui sont restés bloqués. Et quand on va les voir,
Et si, par exemple, la personne, il est bloqué, il est victime, il est dans son cachot tout noir, il est, je peux rien faire. Si vous lui dites tu es en colère, les victimes ne sentent pas leur colère. Le problème des victimes, c'est qu'elle dit non, je suis juste impuissant, je peux rien faire. Mais la victime ne sent pas sa colère alors qu'elle en est pleine. Mais elle l'a tellement bloquée. Elle dit non, je peux rien faire, je suis seulement impuissant. Alors il faut dire à la victime, ah bon, ça on le fait en visualisation. On va voir cette victime vraiment bloquée et on va dire, attends, je vais danser pour toi, regarde. Et on va danser, lâcher la colère pour la victime. Et qu'on va tout d'un coup, une partie de la colère de cette victime, nous, on va se voir en train de la lâcher à travers notre corps. Et quand on a fait ça pendant un certain temps, la victime se sent mieux. On va lui dire comment tu te sens. Tu vas dire, oui, je me sens un peu mieux. Alors on va dire, ok, danse avec moi. Alors on va lui apprendre cette danse de libération. Et quand la victime a bien lâché sa colère ou d'autres émotions, elle n'est plus victime, elle est libre. Et on l'envoie dans la lumière. Et le côté génial de ce travail, c'est que ça permet de libérer des talents qu'on a bloqués. Par exemple, beaucoup de gens ont eu des vies de guérisseurs. Vous êtes par exemple une guérisseuse au Moyen-Âge, vous soignez avec les plantes, avec la lumière, avec les anges, vous faites un travail merveilleux. Bon. Et tout d'un coup, les inquisiteurs arrivent et vous finissez sur un bûcher. Ben, il se peut qu'au moment où on vous met sur le bûcher, vous disiez, c'est injuste, je fais que du bien aux gens et on me tue. Donc, une partie de vous, la guérisseuse, meurt en rage, en maudissant ses talents, en disant c'est à cause de mes talents. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça veut dire que vous avez dans la cave une guérisseuse. Et des vies plus tard, vous êtes intéressé, vous allez faire des stages, des livres sur la guérison, etc. Mais devenir guérisseuse, ça vous fait peur parce que vous vous dites, vous avez le schéma, si j'ose aller là-dedans, je vais de nouveau mal finir. Donc, on a comme ça des scénarios qui se sont répétés. Voilà. Alors, la clé, c'est qu'au moment où on libère ces personnages, on va pouvoir changer le schéma et dire, OK, j'étais une guérisseuse qui a 6 ans à toucher, maintenant je vais libérer cette guérisseuse, je vais reprendre ses talents, mais je ne veux plus mal finir, comme dans le passé. Voilà le principe. Parce que ce qui est passionnant, moi, ça fait 50 ans que je suis sur les vies antérieures des gens, je les emmène voyager. Ce qui est passionnant, c'est la compréhension que souvent, ce qui nous a manqué, c'est qu'on s'est cru victime de circonstances, alors qu'on est des co-créateurs. Par exemple, ce qui nous a souvent manqué, par exemple, je suis cette grande guérisseuse, je suis chez les cathares, je soigne avec l'énergie, etc. Mais je trouve que les gens d'église, ils sont noirs, ils sont mauvais, ils sont sombres. Or, tout jugement négatif, c'est comme un boomerang qui va revenir vers vous qu'une expérience. Parce que nous sommes sur une planète école pour apprendre l'amour. Et l'amour, c'est de plus juger. Dès que je juge négativement, mon jugement négatif va attirer l'expérience. Et c'est ce qu'on a raté dans bien des vies. C'est que quand les bourreaux sont venus nous mettre à mort, on n'a pas compris qu'on avait co-créé ça par nos jugements. Ouais. Je vous donne un autre exemple. J'ai connu comme c'est une femme, par exemple, qui avait très peur de se sentir belle, de danser. Elle avait l'idée, si je fais ça, ça va mal finir. Donc, elle mettait que des jeans, elle se tenait renfrognée, elle n'osait pas briller. Quand elle est remontée dans le passé, elle a découvert qu'elle avait une vie de star. Et comme star, il avait un succès fou. Mais elle détestait les hommes. Elle trouvait que c'était lourd, oh là là. Bon, le jugement négatif porté sur ces hommes a attiré l'expérience qu'un jour ces hommes l'ont tuée. Et en mourant, au lieu de maudire le fait qu'elle ait jugé les hommes, elle a maudit sa beauté. Donc, elle avait le schéma, si j'ose être une belle femme qui danse et qui chante, je vais de nouveau mourir. Donc, au moment où elle a libéré cette mémoire, eh ben, elle a pu être heureuse avec ça. Elle n'est pas forcément redevenue une star, mais elle a libéré cette énergie. Et alors, tu vois, justement, j'avais cette question-là aussi. Il y a plein de personnes, en fait, tout le monde, il y a plein de formules qui existent et tout ne fonctionne pas pour tout le monde. Par exemple, il y a des personnes qui vont faire de la psychogénéalogie, des constellations familiales et comme par magie, une maladie, mais ça peut même être une sclérose en plaques ou une infertilité, se résout. Comme ça. Oui. Et ça existe, il y en a plein. Pareil pour des asthmes ou des choses, bref, un peu de tout. Et il y en a d'autres qui vont aller faire des détox profondes et ça va fonctionner. D'autres qui vont faire et ça va pas fonctionner. Il y en a qui vont… Qu'est-ce qu'il peut y avoir en fait? Il y en a qui vont faire de la méditation. Et par exemple, j'ai mon conjoint là, qui avait fait 10 jours de méditation Vipassana. Donc, Vipassana, c'est 10 à 12 heures de méditation par jour en silence pendant 10 jours. Et ben, il fait de l'asthme. Il est allé là-bas. Au bout de 2 jours, il n'avait plus besoin de son inhalateur et ça a été terminé pendant 2 mois. L'asthme l'avait complètement quitté et la méditation avait permis ça. Donc en fait, il avait gardé donc les recommandations qui étaient de continuer à faire 1 heure de méditation le matin, 1 heure de méditation le soir. Et tant qu'il a maintenu ça, il avait plus d'asthme. Quand il a arrêté, l'asthme est revenu. Et comment ça se fait comme ça qu'il y a des approches qui fonctionnent, parfois pour certaines personnes et d'autres pas, parfois même pendant un temps et après ça revient. Et quelle est la différence avec ce que tu proposes toi?
Alors voilà. Alors, si tu veux, moi j'ai beaucoup vu ça. C'est que beaucoup de gens, ils font quelque chose qui marche un temps, qui marche un peu, puis chez certains, ça marche pas du tout. Parce que la clé du succès, c'est vraiment la démarche holistique. C'est que si on s'occupe du physique, de l'émotionnel, du mental et du spirituel en même temps, ça marche à tous les coups. Mais si on s'occupe, on fait une thérapie, puis une autre, moi je donne ça avec l'image suivante. C'est comme si je prends le chiffre 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4. Ça, c'est des choses qu'on fait successivement. Je fais telle méthode, puis après telle autre, puis après telle autre, ça fait 4. Mais si je mets 4 chiffres 1 l'un à côté de l'autre, ça fait 1111. 4 chiffres 1 l'un à côté de l'autre, pas avec des plus. Ça fait, donc, je suis 1007 fois plus performant que 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est ça l'idée. Donc, moi, ma philosophie est simple. C'est dire à des gens, vous faites des choses qui marchent, mais il faut qu'il y ait un ensemble. Si vous changez votre alimentation, vous faites un jeûne, vous allez peut-être guérir. Mais si vous ne travaillez pas sur vos émotions ou sur votre puissance spirituelle, ben, vous serez guéri qu'à moitié. Donc, la clé du succès, c'est de s'occuper de tout. Mais, ce qui est passionnant, c'est que quand on s'occupe de tout, les résultats sont garantis. Moi, je dis aux gens, je vous garantis que si vous imitez ceux qui se sont guéris, vous allez guérir. Mais n'imitez pas ceux qui ont juste fait une thérapie ou l'autre. Il faut qu'il y ait un ensemble. Alors, toutes les thérapies sont bien, mais il faut qu'elles soient intégrées dans une dynamique globale. Parce que le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils font des choses très bien dans certains domaines, puis dans d'autres, ils n'y touchent même pas. Par exemple, on voit des gens, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils mangent bio, ils font du sport, ils font de la méditation, ils font des tas de trucs sensationnels, ils font des thérapies merveilleuses, mais leurs émotions, ils ne savent même pas qu'ils en ont. Ils gardent le stress. Ben, tout est perturbé. La clé du succès, c'est d'entrer dans une démarche. Moi, mon rôle, c'est de dire aux gens, il y a des gens qui se sont guéris, regardez comment ils ont fait. J'ai fait un livre, par exemple, là-dessus, qui s'appelle Artisans de leur guérison. J'ai pris 17 histoires de gens qui ont des maladies gravissimes, cancer, sida, sclérose en plaques, maladies génétiques, diabète, enfin des trucs inguérissables. Et j'ai simplement montré que quand on fait cette démarche holistique, tout peut être guéri. D'accord. C'est pas possible de ne pas guérir. Ouais. Et ces gens-là, ce sont des gens qui ont suivi ce que tu leur disais de faire. Oui, enfin, ou d'autres personnes. Ils ont compris l'importance. Ils ont compris l'importance d'une démarche globale. Mais ce que parce toi, que tu le as drame de beaucoup finalement, c'est possible. Voilà. Pour toutes les personnes qui nous regardent, qui disent ouais, mais non, c'est trop compliqué, j'ai un diabète. Ouais, mais non, moi j'ai une fatigue chronique. Ouais, moi c'est une sclérose en plaques. En fait, alors, tu pars du principe que ou ça peut guérir, ou alors ça peut grandement s'améliorer déjà. Alors, moi, ce qui me donne beaucoup d'enthousiasme, c'est que j'ai la conscience que tant que quelqu'un est vivant et qu'il est encore sur libre arbitre, il peut tout guérir. Mais c'est une démarche. Je te donne un exemple. J'ai connu un homme qui avait la sclérose en plaques. Il me dit, docteur Chalet, regardez, je ne peux plus bouger que la main gauche. Tout le reste est paralysé. Alors moi, je lui ai dit, vous savez, si vous pensez comme ça, comme vous voyez le négatif, en quelque temps, vous ne bougerez plus non plus la main gauche. Il faut changer votre façon de voir. Oubliez que quelques années avant vous marchiez, partez de maintenant. Et dites juste maintenant, je peux bouger la main gauche. Et admirez cette main qui bouge, comme un enfant, un bébé, il regarde ses mains, et regardez votre main en disant, waouh, ma main bouge, waouh, émerveillez-vous. Et puis en même temps, bien sûr, changez votre alimentation, faites les autres choses. Mais comme il a arrêté de manger n'importe quoi, il a mangé des graines germées ou jeûné, et en même temps, il regardait sa main en disant, c'est merci, ma main bouge. Et là, ce qui est beau, c'est qu'au moment où vous avez cette énergie d'émerveillement, de dire ma main bouge, ben, tout d'un coup, après une semaine, il a vu que le coude bougeait aussi. Ah, tiens. Et puis 3 mois plus tard, vous avez les courses de montagne. Donc, la clé, c'est que l'énergie va là où on la dirige. Si je mets mon énergie à répéter toute la journée, j'ai une maladie incurable, je peux rien faire, les médecins m'ont dit que je suis fichu, etc., ben, je crée ma réalité. Nous sommes des créateurs. Et là où c'est fantastique, c'est que nous pouvons créer beaucoup de problèmes. En nous appliquant, on y arrive. On arrive à rendre ce corps humain malade. Alors que ce n'est pas dans sa nature. Le corps humain, il est fait pour être tout le temps en bonne santé. Mais c'est nos habitudes qui bloquent ces phénomènes de guérison et qui font qu'un jour, le corps nous donne un signal. Pour moi, la maladie, c'est comme une ampoule rouge allumée au tableau de bord de la voiture. D'accord? Vous allez au garage. Monsieur le garagiste, j'ai une ampoule rouge allumée au tableau de bord. Que diriez-vous si le garagiste disait pas de problème, j'enlève l'ampoule? Eh bien, c'est ce que fait le monde de la médecine classique. Vous avez une infection, allez, on coupe la fièvre, on vous donne un antibiotique, on coupe ça. Vous avez une tumeur, on vous l'enlève. On est dans une vision d'enlever des ampoules rouges sans s'occuper de ce qu'elles veulent dire. Alors la clé, c'est qu'au moment où les gens comprennent que leur corps n'a pas fait quelque chose parce qu'il est méchant et parce qu'il veut les informer, ben ils vont se dire, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et quand ils entrent dans cette démarche de prendre la maladie non plus comme une catastrophe, mais comme une occasion d'apprendre à gérer leur santé,
Ben, ils avancent par des expériences. Ils vont changer leur alimentation, ils vont découvrir le jeûne, ils vont découvrir toutes ces thérapies naturelles et ils vont intégrer tout ça. Ils vont apprendre à libérer leurs émotions, ouvrir leur cerveau droit. Et cette démarche, elle est forcément couronnée de succès. C'est sûr. Et que aussi les gens apprennent à se faire confiance, en fait. Et oui. Parce que je vois qu'il y a une telle confiance dans les médecins, mais bon, par expérience personnelle, moi j'y suis passée parce que j'avais un enfant asthmatique, etc. Et les spécialistes, comment dire, pneumopédiatres, etc., je leur disais, il y a des problèmes dans le cadre familial, il y a des gros problèmes. Aucun rapport, c'est les acariens. Ah bon? Et avec ce qu'ils mangent, aucun rapport non plus, c'est juste les acariens. Ah, ok. Et c'est quoi la solution? Les corticoïdes tous les jours. Et puis, toute sa vie, en fait. On a le choc, là. C'est chaud, ouais. C'est chaud. Et puis, alors, c'est ça le problème, c'est que donner un médicament à quelqu'un pour une semaine ou deux, ça peut être utile. Mais mettre quelqu'un à vie sous médicament, c'est un non-sens absolu. On ne devrait jamais faire quelque chose pour toujours. On devrait se dire, peut-être que j'ai le diabète, peut-être que pendant un mois ou deux, j'ai besoin d'insuline parce que je ne sais pas faire autrement. Mais si on fait ce qu'il faut ensuite, le diabète, ça se guérit très facilement. Et toutes les maladies aussi. Parce que dès qu'on donne au corps un peu d'énergie et du temps et de l'espace, il sait faire son travail. Et ce qui est merveilleux, moi, ce qui m'émerveille depuis 50 ans, c'est de voir que le corps a des capacités d'auto-guérison incroyables. Le corps est même capable de refaire venir des organes qui ont disparu. C'est prouvé mais dans la science. Il y a des cas de gens, par exemple, j'ai eu un patient, je me rappelle toujours cette histoire, il n'avait qu'un rein. Puis il a fait un travail et puis quelques temps après, on a pris la radio, il y en avait deux. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Si, tout est possible. Au moment où on change nos systèmes de croyances, eh bien, on sort de l'idée, c'est comme ça, il n'y a rien à faire que prendre des médicaments. On se dit, tu vois, ça, je ne savais pas pour les organes. Je sais qu'il y a eu des guérisons miraculeuses du dernier moment pour des personnes qui étaient en train de mourir et tout ça. D'ailleurs, même vu de mes propres yeux avec ma grand-mère. Mais pour les organes qui repoussent, non, je ne sais pas. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est que rien n'est impossible. Ce qui est impossible, c'est ce qu'on croit impossible. Si quelqu'un se dit, c'est impossible pour moi de me lever, il ne peut pas se lever. Donc, il faut qu'il y ait une croyance ouverte en disant, je ne sais pas jusqu'où je peux aller, mais si j'ai la chance d'être malade, je vais utiliser cette occasion puisque j'ai un peu plus de temps. L'avantage des gens malades, c'est qu'ils ont plus de temps que les autres. Parce que quand on n'est pas malade, on doit travailler. Quand on est malade, du coup, on a du temps. Si ce temps, chaque minute de votre journée, vous les consacrez à vous occuper du physique, de l'émotion, du mental et du spirituel, vous allez forcément avoir des résultats. Peut-être que, moi j'ai vu beaucoup de gens qui partent, disons, ils sont à 3% de santé, 97% de maladie. Donc, ils sont vraiment en mauvais état. Alors moi, je leur dis, ce que vous devez faire, c'est faire des choses pour que vous passiez ce 3% à 5% dans quelques jours. Puis quand vous aurez passé de 3% à 5% de santé, eh bien après, vous passerez de 5% à 10%, et puis dans un mois, vous serez à 100%. C'est ça le concept. Parce que rien n'est impossible quand quelqu'un se met en route. Alors que s'il reste assis sur sa chaise à rien faire, effectivement, il est coincé par ses croyances. Oui. Alors justement, est-ce que peut-être les personnes qui nous regardent ont envie aussi de se mettre en route, ont envie de s'occuper de leur cas de corps, mais vraiment, que ce soit pour rétablir leur santé, pour optimiser leur santé ou pour conserver leur santé, il y a des choses à faire. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que tu l'enseignes. Et tu l'enseignes même en ligne. Et ça, il faut vraiment que j'en parle parce que c'est vraiment génial. Je sais que tu fais des stages un petit peu partout, etc. Mais c'est super, il y a des personnes qui peuvent se déplacer et d'autres qui ne peuvent pas. Et en fait, tu as fait avec le groupe Hippocrate et l'Académie de la Nouvelle Vie, tu proposes un programme en ligne qui s'appelle Guérison holistique, qui se passe sur 10 ateliers et sur 10 ateliers, donc où chaque module, en fait, tu traites une partie de ce que tu es en train d'enseigner, en fait. Le programme est absolument magnifique. Je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. Mais si tu veux bien nous en parler. Volontiers. Alors, on a presque fini. J'ai plus que 2 séances, une ce soir et une la semaine prochaine. Mais après, pour les personnes qui nous voient, par exemple, là, on est au mois de décembre, mais s'il y a des personnes qui nous voient en juin prochain, la formation est quand même accessible, plus en live, mais elle est accessible en replay. Donc, c'est génial. Alors, je pense que c'est une formation intéressante parce que justement, en 10 séances de 2 heures, on a vraiment le temps de couvrir chaque sujet en profondeur. Parce que le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont un domaine qu'ils connaissent, puis un autre domaine qu'ils ignorent. Alors, il faut leur donner l'information. Par exemple, sur le plan de la santé physique,
moi, j'enseigne de façon très simple l'alimentation. Parce que beaucoup de gens sont très confus dans ce domaine. Ils entendent un régime comme ci, un régime comme ça, et ils sont dans la confusion la plus totale. Un dit que moi j'ai des 40, l'autre, enfin bref, c'est la pagaille. Et la diététique officielle, elle est complètement perturbée par les multinationales. Elle ne dit que des bêtises. Elle parle d'hydrates de carbone. Tout ça, c'est très compliqué, personne ne s'y retrouve. La clé est simple. La règle, alors je la redonne une fois, elle est toute simple. C'est la règle des 3 V. C'est ce qui m'a donné la joie que le premier livre que j'ai fait sur l'alimentation il y a presque 50 ans, j'en ai pas honte aujourd'hui. Parce que les lois fondamentales ne changent pas. Alors que les régimes, ça change. Vous voyez, il y a un régime qui a des côtés très bien, puis il y a des côtés complètement idiots. Il y a le régime des groupes sanguins, par exemple. La fille qui a trouvé ça, c'est que chaque groupe sanguin doit manger différemment. Et il y a des choses intéressantes, mais il y a des bêtises sans nom. Moi, je suis censée être carnivore alors que je mange pas de viande. Mais oui, ça n'a pas de sens. Donc, chacun de ces enseignements est perturbé parce qu'il y a des côtés positifs et des côtés complètement idiots. Alors, la règle universelle est toute simple, c'est la règle des 3 V. Le V de végétal, c'est que le corps humain a été fabriqué par la mère nature et le Père Céleste pour manger des végétaux. Et tout ce qu'on mange qui vient de l'animal nous rend malade. Et ça, c'est prouvé par d'énormes études. Moi, j'ai fait dans mon livre Viande et lait, par exemple, où je montre toutes ces études irréfutables, où on a étudié des milliers, des centaines de milliers de gens. Plus les gens mangent de produits animaux, viande, lait, fromage, œufs, poissons, plus ils sont malades. Plus ils mangent de végétaux. Voilà, plus ils en mangent. Après, les peuples premiers, enfin, je veux dire, les aborigènes d'Australie, en Amazonie, etc., ils mangent du singe, du serpent, et voilà, alors justement, sous la main. Je nuance, parce que les peuples, justement, qui mangent déjà des animaux, pour moi, sont déjà un petit peu dégénérés. Les peuples vraiment premiers que j'ai vus, les peuples qui vivent sans conflit, sans maladie, ils ne touchent pas l'animal, parce qu'ils le respectent. Mais, alors, entre les civilisés et eux, il y en a qui sont entre les deux. Là, moi, je suis par exemple à Madagascar. Eh bien, les gens, ils ont des côtés très positifs, c'est qu'ils n'ont pas de pollution, ils n'ont pas d'argent pour acheter des pesticides. Donc, tout est bio. Vous allez au marché, tout est bio. Ils n'ont pas d'argent pour les pesticides. Donc, tout est bio, c'est génial. Wow. Donc, ils ont des choses magnifiques. Mais, en même temps, ils mangent du zébu et c'est tout. Ça n'a pas de sens. Parce que le zébu, alors, toute cette croyance qu'il faut manger des animaux, elle repose sur du vent. Donc, le premier V, c'est végétal. Mais, si on mange des végétaux tout cuits, comme les macrobiotes, il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce qu'il faut manger cru. Ça, c'est le V de vivant. C'est le deuxième V, c'est qu'on a besoin d'avoir au moins 60, 70, 80% d'aliments crus. C'est là qu'il y a des vitamines et des enzymes. Pas tout, mais une grande partie. Et puis le troisième V, c'est le V de varié. Il est très bien parce que c'est le V de la liberté. C'est que si vous êtes malade, alors vous faites de l'alimentation vivante pendant un mois pour vous guérir. Mais une fois que vous êtes guéri, quel bonheur d'aller au restaurant et de faire la fête. Il ne faut pas être sectaire. Parce que les gens qui sont dans un système rigide, moi je mange tout cru, je n'irai plus jamais au restaurant, etc., ça devient des gens raides. Et la raideur tue. C'est curieux, mais c'est comme ça. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui guérissaient. Et frustrés aussi. Mais oui, frustrés. Et puis après, ils deviennent invivables. Parce que ils vont chez les gens, ils disent « Ah, vous mangez du cadavre ». Moi, ma philosophie est simple. C'est que le V de varié, c'est que si vous êtes chez des gens, faites avec eux. Mais bien sûr, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez faire autre chose. Mais vous êtes souple. Vous n'êtes pas un végétarien pur et dur, parce que ça c'est des mots de guerre. Moi, j'ai dit, je veux bien être végétarien chez des végétariens, mais si chez des mangeurs de viande, je ne veux pas avoir l'étiquette collée au fond végétarien. Parce qu'autrement, c'est le conflit. Je veux être souple. Et si quelqu'un m'offre un morceau de viande, je dis merci beaucoup, ça veut pas dire que je le mange. J'ai des amis, par exemple, à une époque, ils me testaient comme ça, ils m'offraient toujours un steak. Ils savaient que je n'aimais pas trop ça, mais c'était pour me casser les pieds. Alors moi, je prenais mon assiette, merci beaucoup, puis j'allais faire un petit tour dans le jardin, je donnais mon steak au chien. Et après quelques temps, ils m'ont dit, mais c'est curieux, le chien fait une fête qui fait à personne. Donc, il y a moyen comme ça de jouer le jeu de la société sans forcément faire comme les gens. C'est l'idée. J'avais appris ça aussi pour l'alcool. J'avais un chalet en Haute-Savoie, et puis les paysans m'offraient de l'agneau, et moi je disais, je ne bois pas d'alcool. Alors les paysans, ils disaient, oh, chalet, c'est un type de la ville, c'est un peigne-cul. Ils avaient un mot un peu violent, mais ils trouvaient que j'étais un casse-pied, parce que je buvais pas avec eux. Donc, j'étais pas un bon convive. Alors, un jour, je parle de ça à une vieille psychologue, puis je lui dis, oui, les paysans, ils m'aiment pas trop, parce qu'ils trouvent que je bois pas d'alcool. Je me dis, mais vous êtes idiot, docteur Chalet, vous êtes vraiment jeune et stupide. J'étais un peu vexé. Je me trouvais très intelligent. Il me dit, il faut toujours dire oui. Je dis, comment oui? Elle me dit, oui, quand on vous offre quelque chose, il faut dire oui, il faut être poli. Je dis, mais je veux pas boire l'orgneau. Elle a dit, attendez, j'ai pas fini. Prenez votre verre, puis goûtez en disant que c'est bon, faites la gestuelle, trinquez, resservez les autres. Bref, personne ne verra que vous buvez rien du tout. J'ai fait ça. Et quelques temps plus tard, les paysans ont dit, Chalère, quand ils sortent chez nous, ils marchent tout droit.
Qu'est-ce qui tient bien l'alcool? C'est ça l'idée. Jouer le jeu de Bien la joué. société, mais en souplesse. Parce qu'autrement, il y a trop de gens qui font de l'alimentation, ça devient la guerre. Pas, moi, je mange des graines germées, tu ne peux pas manger ça. Non, soyez souple, amusez-vous. Quand vous avez la chance d'être malade, alors l'alimentation vivante va vous guérir beaucoup plus vite que les steaks frites, ça c'est certain. Mais une fois que vous êtes guéri, faites-la. Vous voyez, j'avais appris ça à un malade, c'est une très belle histoire. Il s'appelait Mark Griffiths. Il est dans mon livre Arthur dans l'horizon. Et je l'ai connu une trentaine d'années, il avait le sida et il était en très mauvais état. Alors, je lui ai donné le schéma suivant. Je lui ai dit, voyez, la santé, c'est 1000 mètres d'altitude. Vous, avec le sida et l'héroïne que vous avez mis dans vos veines pendant 10 ans, vous êtes à 50 mètres. Donc, les gens de l'hôpital vous ont dit que, à part à votre testament, il n'y a pas grand-chose à faire pour vous. Vous êtes en mauvais état et si vous continuez comme ça, vous serez mort dans pas longtemps. Bon. Mais je lui ai dit, vous pouvez remonter jusqu'à 1000 mètres. C'est ce qu'on appelle un chemin de guérison. Donc, pendant un temps, vous allez manger vivant, faire des jeûnes, lâcher, enfin bref. Et quand vous serez à 1000 mètres d'altitude, vous aurez retrouvé la santé parfaite. Alors, pendant un temps, c'est ça le V de varier, eh ben, vous aurez de nouveau boire des bières avec vos copains et vous allez vivre autrement. Vous allez sortir d'un chemin de santé. Mais ce qui se passera, c'est que quand vous ferez ça de remanger comme tout le monde, etc., vous allez voir que peu à peu, vous allez redescendre. Et quand vous allez arriver à 800 mètres, vous commencez à tousser le matin, vous sentir un peu raide, un peu lourd. Au lieu de redescendre jusqu'à 50 mètres, comme vous êtes maintenant, eh ben, vous referez un chemin de guérison. Et c'est ça la santé. C'est vivre parfois top pour se guérir. Et une fois qu'on est guéri, allez, pendant un petit temps, on fait la fête, on s'amuse. Et comme ça, on vit entre 800 et 1000 mètres. Parce qu'il ne faut pas être tout le temps à 1000 mètres, autrement, ça devient lasse. Et on finit par s'ennuyer. Si je mange toujours bien, c'est toujours parfait, une petite graine, ça devient lassant. Pendant de temps en temps, Je suis d'accord avec toi. On est là pour rigoler. Vraiment, on est là pour rigoler. Mais il ne faut pas rigoler tout le temps non plus. L'idée, c'est quand même de tenir le plus longtemps possible. Mais je crois que personne aime être malade. C'est très inconfortable d'être malade. Tout à fait. C'est vraiment. Alors justement, et c'est ce qui est génial. génial. On apprend plein de choses, on a aussi plein d'autres choses à faire. La vie, elle est riche. Mais on ne peut pas se contenter d'être juste cloîtré chez nous avec deux tensions. Et non, faut reprendre les choses en main, quoi. Et puis, il y a une chose passionnante là-dessus. C'est ce qu'on enseigne avec mon épouse John Razala Mahai. C'est une femme extraordinaire. Parce que moi, quand je l'ai connue il y a 25 ans, elle avait complètement oublié qu'elle avait été formée par des chamans à Madagascar, dans son enfance. À 12 ans, elle était une chamane accomplie. Elle savait faire tout ce que font les chamans. Mais après, comme elle s'est intéressée à l'Occident, qu'elle admirait la France, elle a complètement oublié tout ça. Elle l'a mis de côté. Et dans le premier livre qu'elle a écrit, qui s'appelait Debout petit Dieu, elle n'en parle pas, parce qu'elle avait mis ça de côté. Puis après, quand elle a commencé à voir des chamans, on a fait des... Tout d'un coup, elle s'est dit, mais j'avais appris tout ça. Et elle s'est rappelée. Elle raconte ça dans son livre La chamane sauvage, qui est un livre magnifique, où elle raconte comment elle est devenue chamane entre 6 et 12 ans. Alors, ce qu'elle a d'extraordinaire, elle, c'est qu'elle a tout un enseignement magnifique sur les sous-personnalités. C'est-à-dire qu'elle voit, elle, autour de la tête des gens, les personnages intérieurs qui les composent. Elle voit ça depuis son enfance. Donc, elle voit, parce que nous sommes constitués de plusieurs personnages. En chaque personne, il y a un enfant qui a envie de jouer, il y a un homme, une femme d'affaires qui va avoir de l'argent, il y a un thérapeute qui veut faire du bien aux gens, il y a l'artiste qui a envie de créer. Donc, on a ces personnages. Et la clé, c'est que quand on les laisse vivre, eh ben, on s'amuse tout le temps. Quand on bloque un personnage, on dit, ah non, moi, maintenant que je suis banquier, je suis plus un enfant, je rigole plus. L'enfant, il est bloqué dans la cave. Et beaucoup de maladies viennent de ce que le personnage bloqué appelle au secours. L'enfant dit, mais tu comprends pas que j'ai le droit de vivre. Alors, tout d'un coup, le banquier se trouve qu'un infarctus. Et là, il est dans un lit, il pleure. Il redevient un enfant. Et s'il comprend le message, il va trouver un équilibre entre son homme d'affaires et son enfant. Donc, c'est pour ça que la vie humaine est assez complexe. C'est qu'on ne peut pas être heureux en laissant vivre que 3 personnages ou 4. Il faut que tous puissent vivre. Et la maladie, souvent, c'est un appel des personnages qu'on a bloqués dans la cave. Et au moment où on les libère, waouh, on guérit. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi, c'est quelque chose que tu enseignes aussi dans cette formation-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, nous, on a une particularité, ma femme et moi, c'est qu'on s'est adjoint, on a travaillé les deux ensemble depuis 25 ans, donc on enseigne à égalité les mêmes sujets et on est complémentaires. Mais après, on a enrichi notre équipe. On a notre fils, Gwenel, qui est venu nous rejoindre, qui est un enseignant extraordinaire, plus jeune que nous, mais il est waouh. Et puis, on a Jean-Marie Muller, qui justement va aussi faire une formation 2, 3, 4 avec, et qui est un enseignant. Et nous, ce qu'on fait, on fait des formations à 4. Ça, c'est assez unique. C'est-à-dire que les gens viennent chez nous 3-4 jours et on travaille à 4. On se relaye. J'imagine que l'ambiance doit être bonne. Ouais. C'est génial. Et ensuite, notre point commun,
c'est qu'on n'a pas de se faire travailler les uns les autres sur nos personnages bloqués ou notre ego, enfin bref. Donc, on est dans une dynamique très joyeuse de se soutenir pour constamment évoluer. Et c'est pour ça qu'on peut aider les gens à le faire aussi. La clé, c'est de dire aux gens, ne restez pas dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est pas bon. Découvrez ce qui existe. Puis ensuite, quand vous aurez eu des informations, mettez-les en pratique, évidemment, parce que si vous découvrez ces informations et vous ne faites rien, vous restez assis sur votre chaise, ça ne marchera pas. Mais si vous vous mettez en route, vous changez votre alimentation, vous apprenez à libérer vos émotions, vous faites des voyages intérieurs, votre vie va devenir enchantée. Et là, après quelques temps, vous écrirez un livre pour dire merci à la maladie. C'est grâce à elle que vous aurez fait tout ça. Moi, en 50 ans, j'ai vu des dizaines de livres, merci sida, merci cancer, merci sclérose en plaques, comment j'ai vaincu l'arthrose. Enfin, il y a des tas de gens qui écrivent des livres sensationnels une fois qu'ils se sont guéris. Ma maladie m'a guéri. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui disent ma maladie m'a guéri. C'est génial. Ouais, c'est formidable. Et c'est ça la clé. Mais la grande difficulté de beaucoup de gens, c'est que quand un médecin leur dit, avec ce que vous avez, il n'y a rien à faire que prendre des pilules toute votre vie, ils croient que le médecin c'est tout. Mais grâce à Dieu, moi je vois ça en un demi-siècle, la croyance que le médecin c'est tout a beaucoup changé. Ouais. Et la preuve, c'est que maintenant, par exemple en Suisse, la moitié des médecins utilisent des techniques qu'ils n'ont pas appris à l'hôpital. Ils font de la sophrologie, de l'hypnose, de la relaxation, du yoga. En Suisse, ils sont plus cool qu'en France, parce qu'en France, ils sont encore... La France, c'est le pays de... Moi, je sais, et c'est la chimie, et c'est... Voilà. Non, mais le drame de la France, c'est le pays le plus moyenâgeux au niveau de la médecine, tout simplement parce que l'ordre des médecins, tenu par les multinationales, a bloqué toutes les médecines douces. Mais ça change quand même vite, parce que maintenant, le nombre de gens qui font des thérapies comme ça a explosé. Donc, il y a plein de thérapeutes non médecins, mais qui prennent la relève. Et que là où les médecins ne savent pas quoi faire, il y a d'autres gens qui font des tas de choses merveilleuses. Et aux États-Unis, depuis 2 ans, la bascule s'est faite. Il y a 10 ans en arrière, il y avait beaucoup plus de consultations médicales que de consultations chez des non-médecins. Chez les ostéopathes, les naturopathes, etc. C'est à peu près 1/3, 2/3 pour la médecine. Mais depuis 2 ans, il y a plus de consultations chez des non-médecins que chez les médecins aux États-Unis. Donc, ça veut dire que la médecine est en régression et tout ce qui est naturel a de plus en plus de succès. Parce que c'est l'avenir. C'est un peu particulier là-bas parce qu'ils sont dans un... C'est un drame en fait. Je ne comprends même pas qu'on n'entende pas parler ici. Ça devrait être aux infos, etc. Ils sont dans un état de santé au niveau de la nation qui est grave, qui est vraiment grave. Donc, et puis, c'est quand même aussi un peu la médecine, même beaucoup, qui les a mis dans cet état-là, et notamment les enfants. Alors, l'abondance de vaccins aux États-Unis, qui malheureusement arrive maintenant en France, mais c'est une folie noire. Moi, j'ai par exemple publié, j'ai une liste que je peux envoyer aux gens qui me font un mail, des 235 substances qu'il y a dans les vaccins. C'est pas moi qui ai inventé cette liste. C'est le Center for Disease Control d'Atlanta, aux États-Unis. C'est la liste officielle de ce qu'il y a dans les vaccins. Quand vous lisez cette liste, de l'aluminium, du mercure, des cellules fœtales, des cellules de veau, des produits chimiques cancérigènes à l'appel, et vous allez faire croire à quelqu'un que d'injecter ça chez un nourrisson, c'est sans conséquence. Alors, ce que font beaucoup de gens maintenant, c'est qu'ils vont chez le pédiatre, ils disent, docteur, regardez cette liste. Et puis, ils tournent les pages. Il y a 6 pages. Vous voyez le genre. Puis alors, après, les gens disent, vous croyez vraiment qu'injecter tout ça à mon enfant, ça pose pas de problème? Et là, le médecin, il est un peu gêné. Alors, le clou, c'est de dire aux gens, docteur, pouvez-vous juste marquer sur votre bloc que vous avez reçu en main propre cette liste? Et là, le médecin, il est frappé par la foudre parce qu'il ne peut pas signer ce papier. Non, il ne peut pas. Parce qu'il se rendrait. C'est une complicité d'assassinat. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous signez que vous acceptez cette liste, que vous l'avez reçue en main propre et que vous injectez ça à un enfant, on peut vous attaquer plainte pénale. Il y a d'ailleurs une plainte pénale que je vais déposer contre le ministre de la Santé et tous ces gens-là pour assassinat. Ce sont des assassins, mais inconscients. Parce qu'ils sont protégés par l'ignorance des gens. Mais grâce à Dieu, ce qui change maintenant, c'est que grâce à Internet, parce que les médias sont tous complètement contrôlés, mais grâce à Internet, les gens peuvent voir des vidéos. Et quand ils s'intéressent à tout ça, ils voient qu'on leur a raconté des salades. Oui, moi, ça fait 5 ans que je dis que les vaccins n'ont aucune base scientifique. C'est pas de la science, c'est du commerce. C'est comment empoisonner des gens pour qu'ils soient le plus malades possible. Et il y a des chiffres qui ne mentent pas, vous savez, aux États-Unis. Ils ont une chance aux États-Unis, c'est que leurs statistiques sont très bien tenues. Les chiffres jouent bien là-bas. En France, on triche beaucoup plus. Bien, qui tue 500 000 personnes par année? Non, les chiffres, c'est même plus. Qui tue 600 000 personnes par année? Le cancer. Qui tue 700 000 personnes par année? Les maladies cardiovasculaires.
qui tue 800 000 personnes par année? La médecine! La médecine. Non mais on rêve. On rendez compte? Officiel. Le Non, drame, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte. N'est-ce pas? Depuis Pasteur, on a cru que la science allait nous sauver, que les laboratoires allaient, avec les vaccins, les médicaments, la santé allait régner. On s'est complètement trompé. La santé vient toujours de la responsabilité personnelle de dire ma santé m'appartient, c'est à moi de m'en occuper. C'est pas quelqu'un qui va me l'apporter de l'extérieur. Ça, c'est une croyance. Et puis en plus, les vaccins, faut bien le dire, le fait de donner à tout le monde la même chose, c'est d'une idiotie noire. Regardez, il n'y a pas deux personnes pareilles. Quand vous êtes dans la rue, vous voyez pas deux personnes pareilles, chacun est différent. Faire la même chose à tout le monde, il y a une faute de logique colossale. Chacun est différent. Chacun a son système immunitaire, sa couleur de peau, sa couleur d'yeux. Donc, la médecine a toujours été de s'adapter à chacun. Mais si je suis médecin et que je vais dire, tous mes patients, je leur donne l'aspirine parce qu'il y en a qui ont mal à la tête, vous voyez, on me traînerait au tribunal. Mais le vaccin, c'est une ineptie intellectuelle. C'est donner à tout le monde la même chose. En termes de manque de logique et de cohérence, etc., pour les personnes même qui ne sont pas lancées à lire véritablement ni des études scientifiques, ni des livres de médecins, etc., il y a quand même quelque chose qui crève l'écran. C'est que nous, notre ministre de la Santé, elle impose 11 vaccins parce qu'il faut que 95% de la population soit vaccinée pour qu'il y ait une immunité de groupe, alors que ces 11 vaccins ne concernent que les 0-2 ans. Ou alors les 0-2 ans représentent 95% de la population, ou alors on nous prend pour des truffes. Mais on nous prend pour des truffes. Vous savez, il y a des fautes. Il y a des fautes de. Regardez. Mais regardez la logique élémentaire. On vous dit qu'il faut qu'il y ait une certaine partie de la population. Mais ça ne tient pas la route. Si les vaccins protègent, d'accord, ceux qui sont vaccinés ne risquent rien. Pourquoi il faudrait qu'il y ait 95%? Ça ne tient pas la route, c'est des raisonnements abracadabrants. C'est des fautes de logique élémentaire. Si le vaccin protège, peu importe le nombre de vaccinés. Ceux qui sont vaccinés ils n'ont rien à craindre. Mais en réalité, c'est pour protéger les personnes qui ne pourraient pas se faire vacciner. Mais moi, c'est quelque chose que je suis de très près, et les groupes, les forums, les familles et tout ça. Et pour qu'un médecin signe une contre-indication vaccinale, mais il faut que l'enfant, limite, il soit à l'article de la mort, quoi. Non, mais c'est vrai. Donc, on se demande qui sont ces enfants qui ne peuvent pas se faire vacciner. Parce qu'on voit personne n'a d'exemption vaccinale, quoi. Non, alors la réalité, elle est tout autre. C'est qu'on voit ça justement aux États-Unis. Quand il y avait quelques vaccins obligatoires, il y avait un autisme pour 20 000 personnes, pour 20 000 naissants, enfin 20 000 enfants. Et puis maintenant, il y en a un sur 20. Je ne sais pas si vous voyez le topo. Et si on continue comme ça, dans 5 ans, il y aura un autiste sur 3 enfants qui naissent. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a un réveil qui se fait aux États-Unis énorme, où les gens ils disent ça suffit maintenant. Et c'est ce qu'on voit aussi en France. Les gens se rendent compte qu'on leur raconte des salades. Alors que ce soit dans le domaine de la santé, des vaccins ou d'autres choses, on leur a. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que l'intérêt des multinationales passe avant la santé des gens. Et les gens se réveillent. Parce qu'ils se rendent compte que les gouvernants, ils dépendent financièrement des multinationales. Et du coup, vous voyez, il n'y a pas longtemps, M. Macron a invité tous les dirigeants des compagnies pharmaceutiques et il leur a promis que tant qu'il serait là, il ferait des bénéfices merveilleux. Entre copains. Mais c'est un monde délirant. Alors aujourd'hui, la bonne nouvelle, le bon côté de ça, c'est que les gens se réveillent et qu'ils se rendent compte que plus de chimie, plus de vaccins, c'est pas le futur. Le futur, c'est plus de responsabilité individuelle, de prise en charge. Et quand les gens font ça, ils trouvent un chemin différent. Mais pour ça, le point capital, c'est qu'il faut sortir de la peur. Parce que tous les systèmes gouvernementaux, politiques, multinationaux, c'est basé sur la peur. On vous fait peur. Si vous vaccinez pas votre enfant, il va tomber malade. Alors qu'aujourd'hui, on a toutes les preuves que les enfants vaccinés sont 4 fois plus malades que les autres. Il y a des tas d'études qui sont sorties. Les enfants vaccinés sont 2 fois, 3, 4 fois plus malades que ceux qui ne sont pas vaccinés. Ces études, elles sont là. Pour donner des chiffres un petit peu comparatifs, on a 5 fois plus de chances de mourir foudroyé que de mourir de la rougeole en France. Par rapport aux chiffres, on a 50 000 fois plus de chances de mourir d'un cancer que d'une rougeole en France. Donc oui, on nous prend pour des truffes. Non, mais, écoutez, quand la ministre de la Santé dit qu'il faut absolument vacciner contre la rougeole parce qu'il y a eu 3 morts en 5 ans, alors qu'il y a 40 ou 50 000 morts de la pollution chaque année, ça ne fait rien pour ça. Mais vous voyez, c'est du délire. C'est tout basé sur le fait de faire peur aux gens pour qu'ils obéissent et qu'ils se taisent. Mais quand les gens se réveillent, qu'ils étudient un peu ça tranquillement, ils vont voir quelques sites, ils lisent quelques livres, ils voient qu'on leur a raconté des sacs. Et à ce moment-là, ils se prennent en main. Là, on n'enlèvera jamais cette vérité fondamentale que notre santé dépend de nous.
Et la croyance que la santé allait venir de l'extérieur, c'est une totale illusion. Mm. Notre corps peut tout réparer, tout régénérer. Il sait faire ça. Mais encore faut-il qu'on l'aide, qu'on joue le jeu avec lui. Mm. C'est ça le point. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans les peuples que j'ai vus qui n'ont pas de maladie. C'est quand même extraordinaire. Ils sont jamais malades. Jamais malades. Vous allez dire de quoi ils meurent? Et Ils vous, n'ont pas de maladie. est-ce que vous tombez malade encore? Oui, ça m'arrive. Oui. Parce que, alors justement, je vais dire pourquoi. Je vais vous faire un aveu. C'est que j'ai encore des personnages intérieurs suicidaires, saboteurs. Je n'ai pas libéré tous mes personnages intérieurs. Donc, parfois, je vais manger un peu trop, boire trop, enfin bref, faire des choses malsaines parce que je n'ai pas tous mes personnages au niveau de conscience les plus lumineux. Dans mes personnages les plus lumineux, dans mon enseignant, j'ai des idées très claires et je sais la vérité et je la dis. Mais dans mes personnages intérieurs, j'en ai qui disent et j'en ai qui sont carrément suicidaires, qui vont dire non, je veux pas rester ici, je m'ennuie, j'ai trop d'ennuis avec la justice, je sais pas quoi. Allez, et j'ai des comportements par moments destructeurs, autodestructeurs. Alors, la chance, c'est que je le vois plus vite qu'avant, parce que j'ai fait des maladies graves quand j'étais jeune. Mais ah ben oui, j'ai frôlé la mort plusieurs fois parce que par exemple, quand j'étais jeune médecin, j'étais vraiment trop dans le don de soi, je m'occupais de mes maladies, mais je ne sais pas gérer mes émotions du tout. Et comme je prenais les émotions des gens, bon, alors j'ai frôlé la mort quelquefois avec des maladies graves. La médecine m'a dit, Dr. Chader, vous êtes cuit, il n'y a rien à faire. C'est comme ça que j'ai appris à me guérir. Et c'est pour ça que j'ai de l'enthousiasme, parce que j'ai vu que ça marchait. La méthode holistique, je l'ai vécue. Et après, j'ai une autre période assez curieuse dans ma vie, c'est que j'ai une période dans laquelle j'ai tout d'un coup beaucoup d'argent. Et du coup, j'ai commencé à explorer les mondes alternatifs avec des substances de l'époque. Il y a une époque, on était tout fou de découvrir le LSD, la ayahuasca, des trucs comme ça. Et il y a eu un côté passionnant. On était comme des chercheurs passionnés, on s'envoyait des petits paquets par la poste. Et il y a eu une période fantastique de découverte d'autres mondes grâce à des substances. Puis un jour, je me suis pas rendu compte que j'ai carrément glissé, je suis devenu un drogué. Et là, tout d'un coup, je me suis aperçu que j'étais plus du tout fonctionnel. Comme je n'avais pas besoin de travailler parce que je passais mon temps à être ailleurs. Et j'étais devenu vraiment un vrai drogué. Et là, j'ai fait quelques overdoses où j'ai vraiment fait l'expérience de quitter mon corps et de voir que j'étais mort. Mais je suis allé dans des mondes de lumière et mes guides m'ont dit, hey, tu as encore des choses à faire, je suis revenu. Donc, je connais ce que c'est que ces expériences de vraiment mourir et revenir. Mais après, ce qui m'a passionné, alors du coup, quand je me suis rendu compte que j'étais vraiment devenu complètement non fonctionnel, j'ai fait appel à des thérapeutes que j'avais formés, j'aurais dit, écoutez, je suis au fond du trou, il faut que vous m'aidiez. Et ils m'ont aidé à m'en sortir. Mais j'ai connu, et ça m'a montré une chose extraordinaire, c'est que justement, je disais tout à l'heure que quand on porte un jugement, ça va attirer une expérience. Ben moi, ce que j'ai eu dans ma phase où j'étais très graine germée, santé, etc., c'est que je disais, ah, c'est drogué, c'est une honte, il devrait changer. Mais je les jugeais négativement. Et dans mon orgueil, je pensais que moi, j'étais au-dessus de ça. Quand je me suis retrouvé à me traîner dans le ruisseau, complètement drogué, complètement inefficace, là, j'ai lâché mon jugement. J'ai arrêté de juger ces gens-là. Je leur ai donné tout mon amour. Et j'ai donné cet amour à moi dans cet état-là pour me sortir de l'affaire. Et ce qui m'a passionné, c'est de pouvoir dire aux gens ce qu'on faisait avec ces substances, qui était intéressant, mais qui avait beaucoup de problèmes. Parce que quand vous prenez une substance, c'est comme quand vous montez dans un train, on ne peut plus l'arrêter. Donc, si vous vivez une expérience merveilleuse de monde de lumière, c'est chouette. Mais si vous êtes dans le bas astral, vous passez quelques heures ou quelques heures. Enfin bref, c'est horrible. Et alors, moi, ce qui m'a passionné, c'est de dire aux gens, on peut apprendre à faire pareil sans substance. Parce que si vous lâchez vos émotions, vous allez fabriquer vous-même toutes les substances qu'on achète chez le pharmacien. Nous sommes achetés des drogues illégales. Notre cerveau sait fabriquer de la marijuana. Il n'y a pas besoin d'en acheter, il suffit de rire. Si je ris comme ça, si je ris en faisant les marionnettes, je fabrique de la marijuana. Donc, acheter des joints qui coûtent cher et qui nous empoisonnent, c'est idiot. Faisons tout ça nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai vu dans les peuples naturels. C'est que comme ils sont constamment juste avec leurs émotions, ils les lâchent tout de suite, mais ils n'ont pas besoin d'acheter des produits. Ils fabriquent tout eux-mêmes. Le corps sait faire tout. Et moi, ce qui m'a passionné, c'est de dire aux gens, au lieu de consommer, apprenez à vivre bien, vous n'aurez plus besoin d'acheter des médicaments et des drogues illégales. Et ça marche. Oui. Je vous entends plus. Ah voilà, ça y est. J'avais pas réactivé le micro. Ah, d'accord. Eh bien, écoute, ça va être la parole de cette fin d'interview. Je te remercie beaucoup pour ton temps précieux, pour tous tes conseils, pour ta joie de vivre, pour ton honnêteté
vraiment. Oui. Et voilà quoi. Et Non, merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Donc, on ne sait pas trop où vous en êtes dans votre vie. Peut-être que tout ça, vous le savez déjà. Peut-être que vous ne le savez pas. Peut-être que vous en savez une partie, mais pas tout. Peut-être que vous avez des problématiques et que vous en avez marre d'avoir des problématiques. Donc, si vous en avez marre d'avoir des problématiques, regardez le lien que je mets dans la description de la vidéo. C'est la formation du programme en ligne du docteur Christian Tal-Chaleur. Et si vous êtes intéressé par comment dire, s'occuper vraiment bien de votre corps physique, émotionnel, mental et spirituel, et il y a même du chamanisme justement dedans, ce dont Christian nous parle depuis tout à l'heure, eh bien, vous allez être ravis avec cette formation. Moi, mon rôle, c'est de passer l'information, de dire aux gens, regardez vous-même, faites-vous votre propre opinion, et ensuite faites des expériences qui vont dans le sens de la vie. Parce que ça, vous le regretterez jamais. Parce que la vie, c'est toujours ça, notre cadeau. Tant qu'on est vivant, on peut aller dans le sens de la vie. Et ne croyez jamais quand on vous dit que quelque chose est impossible. Osez vivre avec votre corps physique, avec votre corps émotionnel, votre corps mental. Et quand vous allez dans cette dynamique, vous aurez toujours plus de joie de vivre, de rayonnement et le plaisir de participer à ce qui est en train de se faire. C'est que derrière tous ces mouvements de colère sociale, les gilets jaunes, ce genre d'histoire, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui sont insatisfaits d'une société qui ne va pas du tout et qui ne veulent plus. Mais le drame, c'est que si on fait que lutter contre ceux qui nous gouvernent, contre eux, on va faire une révolution. Et les révolutions, c'est qu'on enlève les tyrans puis on en met d'autres à la place. La clé, c'est qu'il ne faut pas lutter contre, il faut lutter pour soi. Il faut apprendre soit à être heureux, dynamique et positif. Et si vous faites ça, vous devenez quelqu'un de rayonnant. Et vous allez changer le système, non pas en tapant sur ceux que vous n'aimez pas, mais en vous devenant quelqu'un d'heureux. Et je crois à ça. Parce que pour moi, la prochaine maladie, c'est l'épidémie du bonheur. C'est que des gens heureux, peu à peu, ça va se répandre partout. C'est que tant qu'on est dans la lutte contre, on est dans la guerre. Au moment où on est dans la lutte positive, je lutte pour apprendre à être de plus en plus heureux chaque jour, de plus en plus rayonnant, positif et merveilleux. Ça, c'est notre futur. Et quand il y a des gens qui font ça, au bout d'un moment, quand il y en a assez, tout d'un coup, des choses changent. Oui, on a un exemple. À Berlin, quand il y a eu assez de gens qui sont levés, on dit, on va plus le mur, ils ont enlevé le mur. Donc nous, on va enlever tous ces murs de séparation, de cloisonnement, des bons, des mauvais, des riches, des pauvres, tout ça. C'est toutes des choses à laisser tomber. Nous sommes tous des êtres humains et notre responsabilité, c'est d'apprendre à être heureux tous ensemble sur cette planète merveilleuse qui nous accueille et qui est une merveilleuse mère pour tous. Et c'est ça la beauté d'entrer dans cette dynamique. Et c'est ce que je souhaite à tous, c'est vraiment concentrer votre énergie sur ce qui est beau, positif, merveilleux. Apprenez à être heureux. Et ça, vous ne regrettez jamais. Eh bien, écoute, merci pour ces Merci belles beaucoup. paroles. Et puis, merci Très à bonne tous. soirée. Et à bientôt pour une nouvelle interview. À bientôt. Merci. Au revoir.